va parler ce matin de comment est-ce qu'on choisit le jeu idéal pour sa séquence pédagogique. Alors, c'est ambitieux. Je ne sais pas si vous aurez la réponse totale à cette question, mais en tout cas, vous aurez beaucoup d'éléments de réponse, je l'espère, à la fin de cette heure. Alors, quand on parle de choisir un jeu pédagogique, l'idée, c'est déjà de définir ce que c'est qu'un jeu pédagogique. Donc, pour définir ce que c'est qu'un jeu, Gilles Brougère propose en fait cinq items. Donc, le premier, c'est que ce soit une activité qui soit réglée, c'est-à-dire définie par des règles. Et dans le cadre de ces règles, on a une liberté d'action. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point, la liberté. C'est-à-dire que dans le cadre des règles, je suis libre de mes actions. D'ailleurs, je suis libre d'adhérer au jeu ou pas, je suis libre de jouer ou de ne pas jouer. C'est une activité qui est librement consentie. Régler, libre, c'est une activité qui est incertaine. Incertaine, ça veut dire que je ne connais pas l'issue du jeu, je ne sais pas qui va gagner, qui va perdre. Et par conséquent, j'ai du plaisir à jouer. Et on voit bien que les jeux où je sais tout de suite dès le départ, parce qu'on a un gars super fort qui joue et que je suis sûre que je vais perdre et que c'est lui qui va gagner, souvent le jeu perd de sa saveur. On aime bien quand on a une petite chance de gagner ou quand les chances sont réparties entre tout le monde. Ça, c'est la partie équilibrage du jeu qui permet ça notamment. C'est une activité qui est improductive. Je vais repasser l'annonce de fermez vos micros, s'il vous plaît. Si vous voulez m'interrompre pour me poser une question, alors vraiment, allez-y. Mais néanmoins, avant, coupez votre micro si ce n'est pas le cas. Donc, une activité qui est improductive, c'est-à-dire que je ne produis pas de valeur, je ne produis rien dans un jeu, et elle est séparée complètement à l'écart de la vie réelle, elle n'a pas d'impact sur cette vie réelle, et d'ailleurs, cette fonction, enfin, cette caractéristique d'être une activité séparée, on l'utilise beaucoup dans les serious games parce que c'est ce qui donne un intérêt et permet parfois de réfléchir ou d'adopter des comportements qu'on n'adopterait pas dans la vie réelle et de tester en fait ces choix, ces éléments. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de conséquences et que ce soit séparé, c'est un des gros intérêts du jeu. C'est pas le seul, il y en a plein. En tout cas, voilà la définition d'un jeu. C'est une activité réglée, où j'ai de la liberté dans le cadre de ces règles. Elle est incertaine, elle est improductive, elle est séparée. Je vous remets ce schéma, hop là, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite là à l'instant d'exister. Voilà, qui reprend les cinq points. Quand on a défini le jeu, du coup, là, si je vous pose la question, est-ce que le Monopoly est un jeu? Réfléchissez, est-ce que c'est une activité qui a des règles? Oui, parti. Merci, vous pouvez faire ça, ça marche. Est-ce que c'est une activité où je suis libre d'agir comme bon me semble dans le cadre de ces règles? Ouah, quand même, je vois des ça, mais quand même, si, vous avez le droit d'acheter ou de ne pas acheter. Vous êtes quand même libre dans ces règles. Est-ce que c'est une activité où on sait qui va gagner dès le départ? Non. Donc c'est bon, c'est une activité incertaine. C'est une activité qui ne produit rien. Est-ce qu'elle est séparée effective? Donc, vous pouvez passer au crible tous les jeux que vous connaissez. Ça fait la plupart, vous allez tomber, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, ça correspond à tous les critères. Il y en a qui font exception, qu'on appelle jeu. Le jeu de loi, par exemple, il y a bien des règles, mais la liberté, zéro. Vous ne faites que appliquer ce que vous dit la case et appliquer ce que vous dit le jet de dés. Donc, on peut contester et je ne sais plus qui m'a rappelé, parce que je donne toujours le jeu de loi comme exemple, mais la bataille, c'est pareil. On n'a pas on met sa carte et puis on suit les conséquences. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ce que c'est qu'un jeu? Parce que
quand on parle de serious game et de choisir un jeu qui est adapté à sa pédagogie, vous pouvez choisir d'utiliser un jeu. Du coup, bah, c'est intéressant de savoir ce que c'est. Et vous pouvez aussi choisir de, de gamifier seulement cette partie pédagogique. Et auquel cas, vous allez reprendre des éléments d'un jeu dans votre animation. Donc, ça peut être du matériel, ça peut être un objectif du jeu, une mécanique. Voilà. Nous, on va parler vraiment de l'utilisation de jeux sur des séquences. Pour ça, la première chose que vous allez faire quand vous allez définir une séquence pédagogique, ça va être de vous dire, ben, je vais définir mes objectifs pédagogiques. Alors, certains vont sourire parce que certains me connaissent et savent que je suis super casse-pied sur les objectifs. Mais on définit bien des objectifs. Ces objectifs, ils peuvent être de 3 ordres. On peut chercher à développer des savoirs, des savoir-être ou des savoir-faire. Si je les reprends dans l'ordre, du coup, on va voir comment est-ce que les jeux se prêtent à lutter. Enfin, est-ce que les jeux sont bien adaptés à chaque type de compétences qu'on cherche à développer, à chaque type d'objectif? Et puis, est-ce qu'il y a des types de jeux à chaque fois qui sont un peu plus intéressants ou pas? Si je prends on va commencer par les savoir-être, par les savoirs, pardon, on va faire dans l'ordre, par les savoirs. Eh bien, je vais vous annoncer un truc, c'est que les jeux, c'est pas la meilleure méthode possible pour développer des savoirs. C'est même, franchement, pas la meilleure modalité pédagogique pour développer des connaissances. Pourtant, c'est les jeux qu'on a tendance à utiliser. On a tendance à se dire, ben, je vais faire un trivial poursuite. Un trivial poursuite, voilà, j'ai le choix d'aller à droite ou à gauche. Hein, on voit sur la liberté, bon, elle est assez réduite, mais on a quand même le choix. Donc, en gros, de choisir un petit peu le type de question. En tout cas, je vais taper dans ce type de jeu-là, de type quiz ou quiz un peu animé pour l'acquisition de connaissances, et c'est pas idéal. En tout cas, vous perdez beaucoup de potentialité du jeu sur ce type d'activité. Je pense aux escape games notamment, où souvent un des objectifs, c'est faire de l'acculturation. C'est prendre un petit peu le pouls de ce qui se fait sur ce type. Enfin voilà, je découvre un univers, je découvre un domaine, je me mets dans le bain. Et c'est bien, ça peut être une vraie intention pédagogique. Par contre, l'objectif pédagogique d'apprendre, de connaître quelque chose par le biais d'un escape game, c'est pas efficace. Et c'est pas efficace non plus sur les quiz très souvent. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est que vous pouvez utiliser l'attrait et le côté, l'appétence des gens, des humains pour le jeu. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre des savoirs pour réactiver les connaissances déjà acquises par d'autres techniques. Donc, vous faites une formation, un cours sur le marketing de l'innovation et vous décidez de faire un jeu qui va ponctuer, par exemple, votre formation et qui va être un jeu de réactivation des connaissances acquises dans la séquence d'avant. Donc là, oui, pour l'acquisition pour la remobilisation de savoir, hein, les jeux, en fait, vont générer de la motivation. Et donc là, on est sur un usage hyper efficace. De la même façon, vous pouvez utiliser les escape games en fin de session pour remobiliser dans les questions qui vont être les énigmes, les recherches, etc., remobiliser ce qui a été vu pendant la formation, pendant le cours. Donc vraiment, plutôt, dites-vous, si mon objectif, c'est un objectif de l'ordre des savoirs, de développer des connaissances, utilisez plutôt les jeux comme réactivation que comme acquisition. Le ROI, le retour sur investissement, en gros, en matière de temps sur mobilisation, sur acquisition, il n'est pas bon. Par contre, pour remobiliser, c'est OK. Premier message,
Si je prends maintenant donc on a fait les savoirs, si je prends la partie savoir faire, donc on est sur le développement de compétences. Les savoir-faire, on va dire qu'ils sont de deux ordres. Des savoir-faire qui sont, je ne sais pas vraiment comment les appeler, mais fondamentaux, transverses, qui sont par exemple, je vais développer mon savoir-faire, ça va être faire des multiplications. On est bien sur un savoir-faire. Et là, les jeux se prêtent très bien à ces savoir-faire transverses. Si par contre, je suis sur des savoir-faire très spécifiques, du type peindre un mur, ou du type, je ne sais pas moi, j'ai pas d'exemple là qui me vient, être en capacité de démonter un moteur. C'est ce qui me vient, hein. En tout cas, là, on va être amené à développer des jeux qui sont être spécifiques et on ne va pas pouvoir utiliser de jeux grand public. Là où on retrouve beaucoup de jeux dans l'éducation nationale et auprès des enfants, et plus on descend au niveau de l'âge, mais plus on va être dans l'acquisition de savoir-faire qui vont être des savoir-faire généraux transverses, plus les jeux grand public vont être adaptés et plus vous allez trouver des jeux qui vont faire appel à ces compétences. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur une partie savoir-faire du jeu, quand vous voulez développer des savoir-faire, la partie compétences qui est analysée par les cartes là que je vous présente, les cartes de Mathieu, ce sont des compétences transversales évidemment, parce qu'on est sur des jeux grand public, et donc vous allez pouvoir les utiliser si si le jeu rentre dans ce type de compétences. Donc je vais avoir par exemple dans les compétences des compétences d'observation. Et là, oui, ça m'intéresse de me dire, bah oui, c'est une compétence transverse. Je vais pouvoir, hein, dans ce jeu fait appel à l'observation. Je l'ai identifié. Je vais pouvoir utiliser ce jeu pour développer ce type de compétences. De la même manière, je vais avoir du vocabulaire, par exemple. Si j'utilise ce jeu qui fait appel à cette compétence vocabulaire, je vais pouvoir l'utiliser pour étoffer le vocabulaire des personnes. Donc, je vais essayer de reformuler. Quand vous êtes sur le développement, quand un de vos objectifs, c'est un développement de savoir-faire, alors deux options. Soit c'est un savoir-faire transverse et vous pouvez utiliser un jeu grand public qui développe déjà ce type de savoir-faire. Soit c'est un savoir-faire qui est très spécifique. Je vous donnais l'exemple de réparer un moteur, peindre un mur, enfin voilà. Et auquel cas, il va falloir développer un jeu spécifique si vous voulez utiliser le jeu dans cette partie-là. Donc en gros, beaucoup plus difficile et vous pouvez prendre le temps de créer, mais voilà, retenez que si ce n'est pas un savoir-faire transverse, vous ne trouverez pas en grand public. Et les savoir-être, dernière partie, ben c'est là où finalement le jeu va avoir toute une dimension très intéressante et vous allez pouvoir, dans les jeux, trouver énormément de choses qui vont développer vos savoir-être. Enfin, les savoir-être de vos apprenants en l'occurrence, ce qui est le plus intéressant. Je vais faire une petite, ou un aparté plutôt, sur la définition de la pédagogie active, parce que le jeu est une des modalités de la pédagogie active. La pédagogie active, elle repose sur 5 piliers. Le premier pilier de la pédagogie active, c'est le fait de travailler, enfin d'avoir une activité qui met les personnes en action. Donc, en l'occurrence, quand on joue, on voit bien, je fais le parallèle tout de suite, quand on joue, on est en action, on prend des décisions, on agit, ok. Donc je réponds bien à un des piliers de la pédagogie active. Dans le deuxième pilier de la pédagogie active, on va travailler sur des activités qui sont motivantes. Et donc, il faut que l'activité soit motivante par elle-même. Pas juste parce que j'ai envie d'apprendre le contenu, mais parce que l'activité me motive. Et on voit bien, là encore, que le jeu est une activité par essence qui est motivante parce qu'elle est séparée, improductive, incertaine, libre, enfin, la définition que je viens de vous donner. Et donc,
on voit bien qu'on rentre là encore, le jeu rentre dans la pédagogie active. Le troisième pilier de la pédagogie active, c'est le fait de travailler en groupe. Et notamment parce que les personnes vont réfléchir en groupe, en équipe. Et que là, on va chercher en pédagogie active à avoir des confrontations d'idées entre pairs, entre les apprenants, pour que, voilà, avec toutes les plus-values, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais avec toutes les plus-values de construction, de réflexion qui sont associées au groupe, à l'intelligence collective, les confrontations de points de vue, etc. Et on voit bien que là, pour le coup, dans le jeu, on n'est pas nécessairement dans un fonctionnement où on va travailler en groupe. Je m'explique. Quand je joue à, je sais pas, Risque, hein, un truc que tout le monde connaît. Quand je joue à Risque, je vais être tout seul. Donc bien sûr, je joue dans un groupe, on est plusieurs joueurs à jouer, mais par contre, je prends mes décisions totalement seule. Ça veut dire que je ne les confronte pas. Ça veut dire que je n'ai personne pour me dire, mais pourquoi tu fais ça? Je pourrais presque le faire au hasard. Et du coup, mon apprentissage va être limité. Donc, quand vous allez utiliser des jeux, peu importe que ce soit d'ailleurs pour des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être, posez-vous toujours la question de vous dire, est-ce que c'est pas plus intéressant pédagogiquement de mettre les participants en équipe pour que les décisions, bien sûr, il y a un petit côté frustrant par rapport au jeu, mais pour que les décisions qui sont prises soient des décisions qui ont été réfléchies. Ça va forcer cette réflexion, en fait. Et ça va forcer la confrontation des points de vue. Après, on peut ne pas être d'accord avec les membres de son équipe et dire, bah, vous voyez, je vous l'avais dit, mais ça fait partie de l'apprentissage. En tout cas, voilà, si je fais le parallèle, pédagogie active et jeu, point de vigilance sur le groupe. Je continue sur les 5 piliers de la pédagogie active. Le pilier suivant, c'est que la posture du formateur va être une posture qui va être une posture de guide, d'accompagnant. Et ça, dans le jeu, on le retrouve tout de suite, puisque finalement, vous allez être là pour donner le cadre, donner les règles. Et puis ensuite, vous allez être en retrait du jeu pour accompagner, pointer du doigt éventuellement des choses, amener peut-être un petit bout de réflexion en disant vous avez bien observé. Donc ça, c'est votre dernier mot. Parfois pour générer un peu de réflexion et un peu de remotivation à l'étude de la situation. Mais voilà, vous êtes vraiment sur cette posture qui n'est pas la posture du formateur ou de la formatrice magistrale, où c'est vous qui allez développer le contenu de votre formation, mais où vous allez être là en soutien. Et puis derrière, sur la phase débriefing. Dernier point pilier de cette pédagogie, c'est le fait qu'elle soit basée sur l'auto-évaluation. Et donc, on voit bien que dans les jeux, les participants, les joueurs et les joueuses vont pouvoir avoir un retour d'informations sur leurs actions et savoir si c'était des actions qui étaient judicieuses ou pas. C'est là où on voit bien que si on utilise des jeux de quiz, bien sûr, j'ai un retour. La réponse, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Mais je ne vais pas pouvoir modifier finalement mes actions, ma stratégie, ma vision des choses par le retour d'informations, c'est bon ou c'est mauvais. Et donc, on voit bien que la portée de ce type de jeu par rapport à une méthode de pédagogie active, on est moins performant. Là où, si je reprends un jeu de stratégie type risque, parce que c'est celui que j'ai pris comme exemple tout à l'heure, je vais vraiment avoir un retour, je vais avoir une stratégie, je vais déplacer, décider d'attaquer par ici ou par là, ou voilà, de positionner tant de pions, etc. Et je vais savoir si c'était efficace par rapport à la situation qui est liée à la situation de mes adversaires. Donc, je vais me retrouver avec une situation qui est bien une situation d'auto-évaluation de qu'est-ce que j'ai fait. Le formateur va être là pour guider cette auto-évaluation. Et c'est hyper important quand vous animez des jeux d'avoir le côté, le formateur va être là pour éclairer les décisions qui ont été prises et leurs conséquences. Donc c'est pour ça que votre rôle est ce côté très important de retour d'informations qu'on va avoir dans le jeu doit être éclairé par un débriefing.
Donc, quand on fait un jeu, on ne compte pas que les stagiaires soient en capacité de faire l'analyse tout seul de ce qui s'est passé et de se dire ah bah oui j'ai été bon, j'ai été pas bon, ça c'était bien, ça c'est ce qui m'a permis de bien fonctionner, ah oui j'ai perdu mais j'ai quand même fait des choses bien. C'est votre débriefing et de faire le transfert puisqu'on est sur une activité de jeu, donc une activité séparée, fictive par rapport à la réalité, de faire le transfert dans le domaine soit professionnel, soit le domaine spécifique si c'est en cours à l'école, etc. Quand on a ça et qu'on se dit je veux travailler des savoir-être, eh bien les savoir-être, on voit bien qu'il y en a une multitude qui vont être développés dans les jeux et que je vais pouvoir utiliser cette modalité jeu pédagogie active pour développer ces savoir-être. Les jeux grand public sont très adaptés au savoir-être. Et donc là, je vous invite vraiment à utiliser, enfin à analyser, déjà à jouer en fait, et à analyser les jeux auxquels vous jouez. Alors, en utilisant les cartes de Mathieu qu'il va bientôt faire éditer, n'est-ce pas Mathieu? Teasing, teasing. Donc, surveillez les réseaux sociaux, LinkedIn. Voilà, moi, je vous mettrai l'info sur Evolude. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser les cartes de Mathieu ou pas, mais de regarder quels sont les savoir-être développés par les différents jeux et d'essayer de voir quelles sont les passerelles. Il y a énormément de jeux qui sont utilisés pour la coopération, mais c'est pas parce qu'on est sur un jeu de compétition, par exemple, qu'on ne va pas travailler en équipe avec des interactions très intéressantes dans l'équipe sur le fait de... je pense à Capitaine Sonar, par exemple, qui est un très bon jeu que vous pouvez utiliser pour travailler sur la communication en équipe, les chaînes de communication, les difficultés de communication justement, la transmission des objectifs, des consignes, la concentration. On va être vraiment sur des savoir-être, l'écoute que vous allez vraiment développer dans ce jeu-là, par exemple. En tout cas, savoir-être, observez les jeux, jouez et dites-vous que ce sont des très bons médias avec très peu d'ajustements. Des fois, il faut quelques ajustements, mais très peu d'ajustements à mettre en place pour pouvoir le transférer dans l'acquisition de ces savoir-être. Si je récapitule, quand on veut développer un savoir, le jeu n'est pas adapté dans l'acquisition de ce savoir, mais est très adapté, que ce soit sous forme de quiz ou sous forme d'escape game, enfin voilà, sous différents formats, dans la remobilisation des connaissances qu'on a acquises au préalable. Premier message. Dernier point, les savoir-faire. Quand ce sont des savoir-faire spécifiques, en gros, il faut des jeux spécifiques. Ça veut dire qu'il faut développer des serious games ou acheter des serious games qui existent sur le domaine sur Dans l'espoir de vous accueillir. vous travaillez. Ou alors, ce sont des savoir-être trans, notamment, je pense, aux apprentissages pour les enfants, où vous pouvez utiliser des jeux qui vont déjà, en fait, faire appel à ces compétences pour les développer, je pense aux tables de multiplication, moi, ou en tout cas aux additions. Mes enfants, pendant tout le premier confinement, alors c'est leur âge, hein, mais ont joué à Picomino parce que c'était exactement un jeu qui correspondait à leur niveau de calcul et que ça les entraînait et que j'ai utilisé ce côté-là. En conclusion, 2-3 exemples de jeux. Si vous voulez travailler la négociation, vous pouvez utiliser des jeux type Chinatown, sur lequel, effectivement, le jeu ne s'intitule, c'est pas un jeu de négociation pure, il y en a qui existent, mais on va faire appel à la négociation. Et donc, si vous voulez développer ce savoir-être, ce sont des jeux qui sont parfaitement adaptés à. Si vous voulez utiliser un jeu pour développer alors, je pense à la remobilisation de connaissances. Donc, on n'est pas sûr du savoir-être. Vous avez appris du vocabulaire en anglais et vous voulez faire en sorte que les personnes remobilisent. Tous les jeux qui vont, c'est pas bon pour l'acquisition, on est d'accord, mais pour remobiliser des jeux type Dixie, tous les jeux où on va parler en fait, et je pense notamment à Speech qu'on peut utiliser très bien pour ça, en utilisant des prétextes. Voilà, vous pouvez là encore travailler la remobilisation de connaissances.
Négociation, juste The Big ID. The Big ID, c'est un jeu que vous allez pouvoir, qui va faire appel à la créativité en première intention et qu'en détournant extrêmement peu, vous pouvez utiliser pour tout ce qui est développer l'argumentation, savoir argumenter sur quelque chose. Je fais le parallèle parce que Speech aussi. Et du coup, ça m'y a fait penser. Speech, il y a plusieurs modalités de règles et donc vous avez une règle qui est particulièrement propice à l'argumentation. Donc en gros, moi, je vais prendre les jeux, et c'est mon travail de tous les jours, c'est de prendre les jeux et de les passer un petit peu au crible de qu'est-ce qu'il met déjà en fait en œuvre comme compétences et de me dire, est-ce que finalement, ces compétences que j'identifie, ces savoir-être, éventuellement ces savoir-faire, est-ce que c'est des choses que je vais pouvoir transférer comme ça ou pas? Et pour ça, vraiment, de prendre l'habitude d'analyser c'est les jeux de cartes type les mécaniques cartes aussi. J'ai une affection pour les cartes de Mathieu parce qu'elles sont, à mon sens, plus complètes et plus. Le nom de ces jeux, je vais vous les mettre dès que j'arrêterai de parler, sinon mon cerveau va bugger, ma dyslexie prendra le pas et je vais vous faire des trucs qui ressemblent à rien dans le chat, mais je vous les mets dès que j'arrête de parler dans le chat. En tout cas, prenez l'habitude d'analyser et éventuellement, si vous identifiez que la spécificité que vous voulez développer, par exemple, la mécanique que vous cherchez, c'est une mécanique de gestion du temps et gestion du stress, par exemple, vous regardez gestion du temps parce que vous voulez gérer la gestion du stress chez les personnes ou la priorisation. Eh ben, vous allez avec votre intention et votre mécanique gestion du temps. Vous allez chez un super bon marchand de jeux, un bon, et vous leur demandez une boutique de jeux. Vous leur dites, bah voilà, moi je veux un jeu qui traite de la gestion du temps de manière très courte, intensive. Parce que je veux travailler le stress, en fait, il va vous conseiller des jeux. Après, il faudra les tester. Vous les achèterez peut-être pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais identifiez les mécaniques qui sous-tendent le savoir-être ou éventuellement la compétence que vous voulez développer. Et aller avec cette mécanique dans un magasin de jeux, demander en fait les jeux qui utilisent cette mécanique. Parce qu'eux vont avoir l'expertise et un panel de jeux très développé. Je reste à votre disposition. C'est très court, 1 heure pour vous parler de tout ça. Si vous avez envie de prendre contact avec moi, soit vous allez sur mon site et vous m'envoyez un petit mail, soit vous allez sur LinkedIn me suivre et pareil, vous me demandez en contact et vous pouvez me demander des infos. Je pourrais, sur des compétences spécifiques ou essayer de vous donner soit des noms de jeux, en tout cas, soit des mécaniques ou des interactions qui colleraient bien.